14 octobre 1985. Thomas Mercier, 16 ans, disparaît sans laisser de traces dans les rues de Saint-Étienne. Aucun témoin, aucun indice, aucune explication. Pendant 37 ans, ses parents vivront avec cette question lancinante. Qu'est-il arrivé à leur fils unique? La réponse viendra d'un endroit que personne n'avait imaginé. En 2022, la démolition d'une maison abandonnée va révéler un journal intime dissimulé dans une double cloison. Les pages jaunies, couvertes de l'écriture de Thomas, contiennent une vérité si sombre que même les enquêteurs les plus aguerris en resteront bouleversés. Ce matin du 14 octobre, Martine Mercier regarde son fils quitter l'appartement familial. Elle ne sait pas encore qu'elle le voit pour la dernière fois. Thomas porte son sac à dos kaki habituel, celui qu'on retrouvera dans une benne à ordures 3 mois plus tard. Sur le pas de la porte, l'adolescent se retourne, la fixe intensément. « À ce soir, maman », dit-il d'une voix étrange. Cette phrase résonnera dans la tête de Martine pendant des décennies. Qu'avait-il voulu lui dire? Savait-il déjà qu'il ne reviendrait pas? Avant de plonger dans cette histoire troublante, prends un moment pour écrire dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les affaires criminelles les plus mystérieuses. Saint-Étienne, 1985. Une ville en agonie. Les mines de charbon ont fermé, laissant derrière elles des milliers de familles sans ressources. Le chômage explose, touchant un quart de la population. Les jeunes fuient vers Lyon ou Paris. Ceux qui restent, comme Thomas Mercier, sont pris au piège d'une ville qui s'éteint lentement. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'un prédateur rôde dans les bibliothèques et les lycées de la ville. Les Mercier habitent au 4e étage d'un immeuble ouvrier de la rue Jean Jaurès. Jean-Paul, le père, 44 ans, travaille à la manufacture d'armes, l'une des dernières usines encore debout. Martine, la mère, est caissière au casino de la place Jacquard. Thomas est leur miracle, né après 10 ans de mariage et d'espoir déçu. Cet enfant tant désiré porte sur ses épaules tous leurs rêves d'ascension sociale. Premier de classe en mathématiques et physique, il est promis à Polytechnique selon ses professeurs. Mais Thomas cache un secret que ses parents ne découvriront que trop tard. Depuis quelques mois, l'adolescent mène une double vie. Le mercredi après-midi, au lieu d'aller à la bibliothèque municipale comme il le prétend, il se rend dans une maison abandonnée du quartier de Terre-Noire. Là, un homme l'attend. Un homme qui se fait appeler le professeur et qui va changer le cours de son existence. Le journal intime de Thomas, découvert 37 ans plus tard, révèle comment tout a commencé. Le 5 septembre 1985, alors qu'il consulte des archives sur les accidents miniers à la bibliothèque, un homme élégant d'une quarantaine d'années l'aborde. Maurice Lafarge, professeur de philosophie à la retraite, engage la conversation sur l'histoire industrielle de Saint-Étienne. Tom, habitué à être incompris par ses camarades, est immédiatement fasciné par cet adulte qui le traite en égal, qui comprend ses questionnements existentiels. Ce que Thomas ignore, c'est que Lafarge a déjà tué 3 adolescents dans d'autres villes de France. Les rencontres se multiplient rapidement. D'abord à la bibliothèque, puis dans des cafés discrets. Lafarge parle à Thomas de philosophie, de liberté, d'une communauté utopique qu'il aurait créée dans le Massif central, où des esprits libres vivent affranchis des contraintes sociales. Il lui prête des livres sur la manipulation mentale qu'il présente comme des traités de libération spirituelle. Thomas, écrasé par les attentes de ses parents et sa solitude, tombe progressivement sous son emprise. Mais ce que l'adolescent écrit dans son journal à partir d'octobre va glacer le sang des enquêteurs. 10 octobre 1985. Le professeur dit que je suis prêt. Dans 4 jours, je vais faire le grand saut vers la liberté. Papa et maman ne comprendront pas, mais un jour ils me remercieront d'avoir eu le courage de briser mes chaînes. Ces mots, griffonnés d'une main tremblante, sont les derniers écrits cohérents de Thomas avant sa disparition. Les pages suivantes deviennent de plus en plus confuses, mélangeant réflexions philosophiques et descriptions d'états seconds provoqués par les drogues que Lafarge lui fait ingérer. Le matin du 14 octobre, tout se déroule selon le plan établi par Lafarge. Thomas quitte son domicile à l'heure habituelle, salue les commerçants du quartier pour ne pas éveiller les soupçons. Madame Grimaud, la boulangère, le voit passer à 7h45. Monsieur Chen, le vendeur de journaux, lui vend le dernier Science and Vie. Mais après 8 heures, Thomas disparaît. Ce que les témoins ne savent pas,
c'est qu'au lieu de continuer vers le lycée, il a bifurqué vers la maison abandonnée où Lafarge l'attend. À midi, l'alerte est donnée. Thomas n'est pas rentré déjeuner. Martine appelle le lycée et apprend qu'il n'est jamais arrivé. La panique s'installe. Jean-Paul quitte l'usine en catastrophe. À 16 heures, ils sont au commissariat. L'inspecteur Marc Reynaud, 52 ans, prend l'affaire en main. Vétéran de la police stéphanoise, il sent immédiatement que cette disparition n'est pas ordinaire. Thomas n'est pas du genre à fuguer. Et puis il y a ce détail troublant. Les chiens perdent sa trace dans le parc de l'Europe, comme s'ils s'étaient volatilisés. Mais ce que Reynaud va découvrir dans les semaines suivantes dépassera ses pires cauchemars. Les premières 48 heures sont cruciales dans une disparition, mais elles ne donnent rien. Les battues dans le parc, les fouilles des bâtiments abandonnés, les plongées dans l'étang, tout reste vain. L'enquête piétine jusqu'à ce que Nicolas Durand, le seul ami de Thomas, lâche une information capitale. Thomas fréquentait un homme étrange qu'il appelait le professeur. Nicolas l'avait croisé plusieurs fois à la bibliothèque, un type cultivé, mais qui lui donnait la chair de poule. Cette révélation va orienter l'enquête dans une direction que personne n'avait anticipée. Mademoiselle Perret, la bibliothécaire en chef, confirme sous la pression des enquêteurs. Oui, Maurice Lafarge venait régulièrement. Oui, il parlait souvent avec Thomas. Non, elle n'avait rien signalé parce que leur discussion semblait purement intellectuelle. Les registres d'emprunt révèlent les lectures de Lafarge, manipulation mentale, contrôle psychologique, technique d'emprise sectaire. Un profil inquiétant se dessine. Mais quand les policiers se rendent au meublé de Lafarge rue Bergson, ils découvrent qu'il a disparu 3 jours après Thomas. L'inspecteur Reynaud lance un avis de recherche nationale. Les antécédents de Lafarge sont exhumés et ce qui remonte des archives parisiennes est terrifiant. Professeur au lycée Henri IV jusqu'en 1983, mis à la retraite forcée suite à des accusations d'emprise psychologique sur ses élèves. Pas assez de preuves pour des poursuites, mais assez pour qu'on l'éloigne des adolescents. Sauf qu'il a continué ailleurs. Et Thomas Mercier n'était probablement pas sa première victime à Saint-Étienne. Décembre 1985. Un clochard trouve le sac de Thomas dans une benne à ordures du quartier de Terre-Noire. À l'intérieur, tous ses cahiers de cours et un mot « Pardon, je ne peux plus continuer comme ça ». L'écriture est authentifiée. C'est bien celle de Thomas. Suicide? Fugue? Les parents s'accrochent à l'espoir qu'il soit vivant quelque part, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que leur fils est déjà mort depuis 2 mois. Les mois passent sans nouvelles pistes. L'affaire est médiatisée, la photo de Thomas placardée dans toute la France. Des témoignages arrivent de partout. On croit l'avoir vu à Lyon, Marseille, Paris. Chaque fois, c'est une fausse alerte qui brise un peu plus le cœur des parents. Martine ne dort plus, passe ses nuits à la fenêtre. Jean-Paul s'enferme dans le silence. Leur couple commence à se fissurer sous le poids de l'absence. Mais la vérité, quand elle éclatera, sera encore plus dévastatrice que tout ce qu'ils avaient imaginé. Mars 1986. Un témoignage tardif relance l'enquête. Madame Duchamp, retraitée rue des Mineurs, était en cure thermale lors des premières investigations. Elle raconte avoir vu plusieurs fois un jeune homme correspondant à Thomas entrer dans la maison abandonnée du 23 de sa rue, accompagné d'un homme plus âgé. Les enquêteurs foncent. Ce qu'ils découvrent dans cette maison va transformer une disparition inquiétante en affaire criminelle majeure. La maison est un taudis abandonné depuis 5 ans. Mais dans le salon, des traces d'occupation récentes. Bougies, livres, emballages de nourriture. Sur une poutre, gravée au couteau. TM était là, prison dorée. Les livres sont des traités d'endoctrinement, de manipulation psychologique. L'un porte une dédicace. Pour mon cher disciple T, en route vers la vraie liberté. ML. C'est bien l'écriture de Lafarge, mais ce n'est que le début. En démolissant un mur du sous-sol, les ouvriers découvrent une cache. À l'intérieur, le journal intime complet de Thomas, détaillant sa descente aux enfers. Les pages du journal sont un témoignage glaçant de l'emprise progressive de Lafarge. Thomas y décrit les séances d'éveil, où Lafarge lui fait ingérer des substances psychotropes. Les visions, les moments d'euphorie suivis de descentes brutales qui le rendent toujours plus dépendant. Lafarge lui parle de sa communauté dans le Massif central, promet de l'y emmener quand il sera prêt. La dernière entrée, datée du 13 octobre, est presque illisible. J'ai peur. Le professeur n'est pas ce qu'il prétend.
Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Cette découverte change tout. L'inspecteur Reynaud comprend qu'il cherche un tueur, pas un ravisseur. Les recherches s'intensifient dans le Massif central. En juillet 1986, la ferme isolée de Lafarge est localisée près d'Aurillac. Ce que les gendarmes y trouvent dépasse l'horreur. Dans la cave, 3 corps. L'un d'eux porte encore un jean avec une étiquette « T. Mercier ». Thomas est mort par empoisonnement au barbiturique, comme les 2 autres victimes identifiées plus tard. Mais combien d'autres adolescents Lafarge a-t-il tués? Un survivant se manifeste alors. Mathieu Leblanc, 19 ans, a vécu dans la ferme de novembre 1985 à mars 1986. Son témoignage est accablant. Il décrit les cérémonies de libération où Lafarge forçait les jeunes à ingérer des cocktails de drogue. Certains survivaient et devenaient ses disciples. Les autres mouraient, libérés, selon les mots de Lafarge. Mathieu a vu mourir une jeune fille, Julie Rouget. Terrorisé, il s'est enfui à la première occasion. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt? La chasse à l'homme s'intensifie. Lafarge est repéré à Perpignan puis à Montpellier où il fait une nouvelle victime, Antoine Dumont, 15 ans. Cette fois, l'adolescent survit, abandonné au bord d'une route après une overdose. Son témoignage permet de localiser la voiture de Lafarge. Le 27 novembre 1986, après plus d'1 an de traque, Maurice Lafarge est arrêté à Narbonne. Dans son coffre, les affaires d'une jeune fille qu'il s'apprêtait à emmener dans sa ferme de la mort. L'interrogatoire de Lafarge est un exercice de pure folie. L'homme se prend pour un messie, un libérateur d'âmes. Il revendique 12 libérations depuis 1983, mais refuse de donner tous les noms. Pour lui, tuer ces adolescents était un acte d'amour, les sauver de la médiocrité de leur existence. Il parle de Thomas avec une tendresse malsaine, le décrit comme le plus prometteur de ses disciples, celui qui aurait pu devenir comme lui. Ces mots glacent le sang des enquêteurs. Mais le pire reste à venir. Le procès s'ouvre en septembre 1987 à Lyon. La France entière suit l'affaire. Martine Mercier témoigne, le visage ravagé. « Vous avez tué notre fils, mais pas son souvenir. Thomas restera à jamais le garçon brillant qu'il était, pas la victime que vous en avez fait. » Jean-Paul, brisé, reconnaît avoir mis trop de pression sur son fils. « J'ai peut-être été imparfait, mais cet homme a exploité la sensibilité de Thomas pour le détruire. » Les témoignages des survivants achèvent de dresser le portrait d'un prédateur méthodique qui ciblait les adolescents brillants mais fragiles. Le 22 septembre 1987, le verdict tombe comme un coup près. Lafarge est condamné à la perpétuité avec 30 ans de sûreté. Il accueille la sentence avec un sourire, murmurant que son œuvre continuera. Les familles pleurent. Justice est rendue, mais le prix est terrible. 12 adolescents morts, des familles détruites, des survivants traumatisés à vie. L'affaire Mercier entre dans les annales criminelles comme l'une des plus sordides de l'histoire française. Les années passent. Lafarge meurt en prison en 1995, emportant ses derniers secrets. Combien de victimes au total? On ne le saura jamais. Les parents de Thomas tentent de reconstruire leur vie. Ils créent une association, témoignent dans les écoles. On ne survit pas vraiment, dit Martine. On apprend à vivre avec le vide. Nicolas Durand, rongé par la culpabilité, devient psychologue spécialisé dans l'aide aux adolescents. L'inspecteur Reynaud, hanté par l'enquête, garde le dossier chez lui jusqu'à sa mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2020, le documentaire Thomas Mercier, 35 ans après, relance l'intérêt pour l'affaire. De nouveaux témoignages émergent. D'autres disparitions sont reliées à Lafarge. Le portrait d'un réseau de prédateurs commence à se dessiner. Lafarge n'était pas seul. Il correspondait avec d'autres, partageait ses techniques. Combien d'adolescents ont été victimes de ce réseau? L'enquête, officiellement close, reste ouverte dans les consciences. 2022. La démolition de la maison de la rue des Mineurs révèle de nouveaux documents, des lettres de Lafarge à des complices jamais identifiés, des photos d'adolescents inconnus, des plans d'autres communautés dans toute la France. La police rouvre le dossier. De nouvelles arrestations suivent. Le réseau Lafarge, 35 ans après, continue de livrer ses secrets. Mais pour Thomas Mercier et les 11 autres victimes identifiées, il est trop tard. Aujourd'hui, une plaque commémore Thomas au lycée Foriel. Un prix à son nom récompense chaque année l'élève le plus méritant.
La bibliothèque municipale a instauré des protocoles stricts pour protéger les jeunes usagers. Les établissements scolaires enseignent les dangers de l'emprise mentale. L'affaire Mercier a changé la façon dont la France protège ses adolescents. Mais le prix payé pour cette prise de conscience reste incommensurable. Cette tragédie nous rappelle une vérité essentielle. Les prédateurs ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Ils peuvent être cultivés, charmants, respectables en apparence. Ils ciblent les plus vulnérables avec une patience et une méthode terrifiante. L'histoire de Thomas Mercier n'est pas seulement celle d'une victime. C'est un avertissement qui résonne encore aujourd'hui, car quelque part, en ce moment même, un autre Lafarge cherche sa prochaine proie. Et un autre Thomas, brillant mais fragile, cherche désespérément quelqu'un qui le comprenne. Le journal de Thomas se termine sur ces mots, écrits quelques heures avant sa mort. « J'aurais voulu que mes parents sachent cause que je les aimais. J'aurais voulu avoir le courage de résister. J'aurais voulu ne jamais rencontrer le professeur. Mais il est trop tard. Si quelqu'un lit ceci un jour, dites à maman que je suis désolé. » Ces mots, Martine Mercier les connaît par cœur. Elle les récite dans chaque école où elle témoigne, pour que plus jamais un adolescent ne tombe dans les griffes d'un prédateur. L'affaire Thomas Mercier nous interroge sur notre responsabilité collective. Comment protéger nos enfants sans les étouffer? Comment leur donner la force de résister aux manipulateurs? Comment créer une société où les adolescents en quête de sens trouvent des réponses saines? Ces questions restent sans réponse définitive. Mais une chose est certaine, ignorer les signes, minimiser les dangers, c'est laisser la porte ouverte aux prédateurs. Thomas Mercier est mort il y a 37 ans. Mais son histoire continue de sauver des vies. Les experts qui ont étudié l'affaire ont identifié les signaux d'alerte que tout parent devrait connaître. Le changement brutal de comportement, les absences inexpliquées, les nouveaux amis adultes, le secret grandissant, la fascination pour des idées extrêmes, l'isolement progressif. Thomas a montré tous ces signes, mais en 1985, personne ne savait les lire. Aujourd'hui, grâce à son sacrifice involontaire, nous savons. Et ce savoir peut faire la différence entre la vie et la mort. Maurice Lafarge n'était pas un monstre évident. C'était un homme intelligent, cultivé, capable de citer les plus grands philosophes. C'est précisément ce qui le rendait si dangereux. Il savait exactement quoi dire à des adolescents comme Thomas, comment exploiter leurs failles, leurs doutes, leurs rêves. Il leur offrait ce qu'ils cherchaient désespérément, reconnaissance, compréhension, appartenance. Puis il les détruisait. Cette méthode, d'autres l'utilisent encore aujourd'hui. Sur Internet, dans les sectes, partout où des jeunes vulnérables cherchent leur place. L'inspecteur Reynaud, avant sa mort en 2021, a laissé un testament professionnel aux jeunes enquêteurs. L'affaire Mercier m'a appris que le mal peut prendre le visage de la culture et de la bienveillance. Ne vous fiez jamais aux apparences, écoutez votre instinct, et surtout n'abandonnez jamais, même quand l'enquête semble sans issue, même quand tout le monde vous dit d'arrêter, car quelque part une famille attend des réponses, et quelque part un prédateur attend sa prochaine victime. Nicolas Durand, aujourd'hui psychologue reconnu, a consacré sa vie à comprendre comment son ami a pu tomber dans le piège de Lafarge. Sa conclusion est douloureuse. Thomas n'était pas faible, il était sensible, intelligent, en quête de sens dans un monde qui n'en offrait pas. Lafarge a su exploiter cette quête. C'est ce que font tous les manipulateurs. Ils transforment nos qualités en vulnérabilité. La seule défense, c'est la connaissance et la vigilance. Saint-Étienne a changé depuis 1985. La ville s'est réinventée, les usines ont laissé place à des espaces culturels. Mais le souvenir de Thomas Mercier plane encore sur certains lieux. La bibliothèque municipale, où tout a commencé. Le parc de l'Europe, où sa trace s'est perdue. La rue des mineurs, où son journal a été découvert. Ces lieux sont devenus des points de mémoire, des rappels silencieux qu'une tragédie peut se cacher derrière la normalité apparente. Les parents de Thomas ont finalement divorcé en 1990, incapables de surmonter ensemble la perte. Jean-Paul est mort en 2012, emporté par une crise cardiaque. Martine, aujourd'hui nonagénaire, continue son combat. Elle a créé une fondation qui forme les professionnels de l'éducation à détecter les signes d'emprise. « Je ne peux pas ramener Thomas, dit-elle, mais je peux peut-être sauver d'autres Thomas. » Sa force inspire tous ceux qui la rencontrent. Le journal de Thomas est devenu un document d'étude pour les criminologues du monde entier. Ces pages révèlent avec une précision clinique
le processus d'emprise, la séduction initiale, l'isolement progressif, la dépendance créée, la destruction finale. C'est un manuel involontaire sur la manipulation mentale, écrit par une victime qui pressentait le danger mais ne pouvait plus s'en extraire. Chaque mot est une leçon, chaque page un avertissement. En 2023, un nouveau rebondissement secoue l'affaire. Un homme de 54 ans se présente à la police de Toulouse. Il s'appelle Marc Fontaine et prétend avoir échappé à Lafarge en 1984. Son témoignage est troublant. Il décrit une tentative d'enlèvement, des semaines de captivité, une fuite miraculeuse. Pourquoi n'a-t-il rien dit avant? La honte, la peur, le traumatisme. Son histoire relance les questions. Combien d'autres victimes se taisent encore? L'affaire Thomas Mercier est devenue un cas d'école dans la formation des policiers, des enseignants, des travailleurs sociaux. Elle illustre parfaitement comment un prédateur peut opérer au grand jour, sous couvert de respectabilité. Elle montre aussi l'importance de la persévérance dans une enquête, même quand tout semble perdu. Sans l'acharnement de l'inspecteur Reynaud, sans la découverte fortuite du journal, Lafarge n'aurait peut-être jamais été arrêté. Mais au-delà de l'enquête criminelle, c'est une histoire profondément humaine, celle d'un adolescent brillant broyé par un système qui n'a pas su le protéger, celle de parents qui ont tout donné pour leur fils unique et ont tout perdu, celle d'une ville qui porte encore les cicatrices de cette tragédie, celle d'une société qui a dû apprendre dans la douleur à mieux protéger ses enfants. Le dernier cahier du journal de Thomas contient des poèmes qu'il écrivait. L'un d'eux, intitulé « Liberté », est particulièrement poignant. Je cherche la liberté dans les livres des autres, dans les mots d'un homme qui prétend me comprendre. Mais la vraie liberté, je le sais maintenant, c'était dans le regard inquiet de ma mère, dans le silence bourru de mon père, dans tout cet amour que je n'ai pas su voir. Ces vers, Martine les connaît par cœur. Ils sont gravés sur la tombe de Thomas. L'affaire a inspiré plusieurs œuvres, livres, documentaires, films, chacun tentant de comprendre comment une telle tragédie a pu se produire. Mais la vérité est simple et terrifiante. Elle peut se reproduire n'importe quand, n'importe où. Les Lafarges de ce monde n'ont pas disparu. Ils ont simplement adapté leurs méthodes. Internet leur offre de nouveaux terrains de chasse, les réseaux sociaux de nouvelles façons d'isoler leurs proies. La vigilance reste notre seule arme. En 2025, 40 ans après la disparition de Thomas, Saint-Étienne organisera une commémoration. Les survivants de l'affaire Lafarge se réuniront. Ils témoigneront une fois de plus, raconteront leur histoire pour que personne n'oublie. Car oublier, c'est permettre que cela recommence. Et Thomas Mercier, Julie Rouget, Kevin Morel et tous les autres méritent mieux que l'oubli. Ils méritent que leur mort serve à protéger les vivants. Cette histoire vraie nous confronte à nos propres responsabilités. Sommes-nous suffisamment attentifs aux jeunes qui nous entourent? Savons-nous reconnaître les signes de détresse, d'emprise, de danger? Osons-nous agir quand quelque chose nous semble anormal? L'affaire Thomas Mercier nous rappelle que le silence et l'inaction peuvent être mortels, que chacun de nous a le pouvoir et le devoir de protéger les plus vulnérables. Si cette enquête approfondie vous a marqué et que vous pensez qu'elle peut aider à sensibiliser d'autres personnes aux dangers qui menacent nos adolescents, prenez un instant pour commenter en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Votre engagement est crucial. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines investigations et likez cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'histoire de Thomas Mercier ne soit pas qu'une tragédie, mais une leçon qui sauve des vies.